Donc ma tâche est un peu difficile parce que je n'ai aucun document. Enfin, le livre que j'ai lu ce matin, c'est seulement dans ma tête. Il s'agit de l'œuvre de Edmund Husserl, Jugement, expérience et jugement. Le titre est inspiré par ses assistants. C'était apparemment l'une des rubriques de ces manuscrits. Donc tout texte établi à partir de manuscrits de diverses années. Ceux qui viennent celles qui viennent de 1919, 20 et au-delà. Donc jusqu'à sa mort, il n'a pas vu l'édition complète de ce livre. Alors le projet, c'est tout d'abord regarder à la genèse de la logique. Comme sous-titre indique plus clairement, effectivement ça commence avec une mise au point à la tradition et détermination du jugement comme acte de prédication propositionnelle ou bien l'inverse, une proposition prédicative qui se passe entre un sujet et un certain substrat avant que ça soit déterminé comme objet ou objectivité. Et alors, cette tendance de l'objectivité, il le prend avec une distance. C'est très tôt, donc dans l'histoire, un jugement, enfin analyse sur le jugement, est vu sous l'aspect de l'objectivité. Eh bien, true and false, erreur, ça c'est intimement lié, mais c'est quand même secondaire. Ce qui revient au même, enfin, adéquation d'un jugement à son objet. Mais comment ça se fait? Ça se fait dans le langage. Il n'y a pas une étude spéciale ni sur la langue grecque, ni de référence très exacte, très précise, pardon. Mais on comprend que dans son ensemble, le projet c'est essayer d'achever ce que Kant, dans la première critique, a un peu laissé inachevé, c'est-à-dire déduction transcendantale des catégories et même au-delà des schématismes de l'imagination, parce que ça joue un rôle. Ultérieurement, Heidegger aussi a repris le même, enfin, il a essayé de passer de même difficulté, et dans son livre au moins, de Kant et le problème de la métaphysique. Enfin, c'est une reconstitution, disons, de Kant, de la première critique, sauf que le temps et l'espace, surtout conception du temps, est complètement changé, disons. Ça reste une forme sous laquelle toute opération se déroule, et grande bien sûr nouveauté de Husserl, c'est
à partir de ce soupçon porté sous la forme prédicative du jugement, essayer d'entrer dans ses origines. C'est Genesis qui oblige, donc tout le projet est ça, et essayer de découvrir une couche qui sera antéprédicative et d'une spontanéité de l'appréhension, disons, disons dans la solitude ou dans la spontanéité de l'esprit du sujet quand même. Mais le sujet n'est pas encore constitué, il y a un jeu qui se promène, mais seulement dans l'acte intentionnel qu'on voit cela, et il ne s'agit peut-être pas encore de l'homme tout à fait constitué. Et c'est ma lecture un peu comme ça, parce que intuitionnelle, une simple appréhension sensible et peut être envisagée dans les autres vivants, autres que humaines, chez les bébés aussi. Eh bien, il y a, chez Kant aussi, il y a cette relation dans l'esthétique transcendantale. Est-ce qu'on a déjà commencé à parler de l'homme tout à fait constitué? C'est ça. Sa Genesis nous laisse, nous met devant un horizon du passé, dans un horizon d'évolution qui garde son mystère, et le jugement antéprédicatif peut être interprété parfaitement comme prélangagière, sans que la langue, sous la forme de proposition, espère, apparaisse. Il y a encore des opérations, disons, Husserl n'utilise pas trop, mais opération de schématisation, mais il utilise des concepts et des notions un peu plus plastiques, disons, élastiques, au lieu de dire des griffes concepts, il dit saisie. Et il distingue plusieurs sortes de saisies, et donc retenir ou prise, ou bien reprise. Et donc il utilise sa théorie de la temporalité avec toutes ces nuances de rétention et protension, qui sert à retenir des appréhensions. Chez Kant, dans le troisième critique, c'est encore plus clair, dans un passage face à un sujet, comment on dit, voilà, voyageur face aux pyramides d'Égypte, il fait des appréhensions sans problème, mais au fur et à mesure que les appréhensions s'accumulent, ce sujet a la difficulté de les retenir et faire des liaisons entre eux et avoir une vue d'ensemble, donc un certain concept du tout lui échappe. Justement, cette difficulté, Husserl revient sur cette difficulté, sans citer les textes précis peut-être, mais il rejoue sur cette difficulté de l'appréhension, et il ne saute pas, comme Kant, très vite vers la compréhension, qui est subjectif. Chez Kant, dans la sublime, ce n'est pas une compréhension objective qui est visée dans l'expérience du sublime. Ça aussi, c'est une Erfahrung pour moi, l'un des plus excessifs et plus, disons, qu'on peut suivre des marches de l'esprit, si vous voulez, dans une
dans un tournage ralenti, si vous voulez, pour parler avec le terme cinématographique. Il s'agit d'une kinésis, il n'utilise pas... Il y a une temporalité, il y a un déroulement. Dans ce sens-là, il y a une kinésis. Bien sûr, si on entre dans la biologie, il y a plusieurs, bien sûr, processus chimiques, pourquoi pas, au niveau des, disons, aminoacides. Donc, il renouvelle, c'est ça le mot, mais il approfondissant tous les passages des catégories, enfin, pré-catégories, on peut même dire constitution de catégories de manière transcendantale, demande encore une analyse détaillée. Pour remplir ce vide, le saut entre l'intuition sensible et comment ça se fait que cela est retenu est reconnu dans une, n'est-ce pas, dans la reconnaissance, ou bien pas reconnu, opération ruinée, dispersée. Et le mot, le concept caché qui n'apparaît pas, même sous le concept d'effectivité, Wirklichkeit égale très actif comme terme. Et donc je cherche partout une trace de praxis. Au sens aristotélicien du terme, effectivement, Aristote aussi n'a pas achevé sa théorie de praxis et délimité seulement dans les liens sociaux, politiques et affirmant dans la cité. Alors que dans les autres passages, Aristote a parlé d'une vie bios theoreticos. Là aussi, il y a une forme suprême de la praxis qui dépasse l'affairement politique dans la cité. Vous voyez, donc détachement de l'objet ou objectivité, mais revenir à ce qui est retenu de son passé. Un homme mûr, imaginons, qui a eu beaucoup d'expérience et qui a un bagage conceptuel réussi ou ne pas réussi. Et quand il justement contemple soi-même, son passé, passer en revue ce qui passera là est une sorte de praxis par excellence. Effectivement, ce sont de mes interprétations. Donc je trouve qu'il aura été très utile de passer par là. Pourquoi ? Pour ne pas tomber dans la présomption qu'il y a des facultés comme intuition, imagination, entendement, raison, toutes faites. Donc, faculté toute faite, ça ne marcherait pas dans un processus de génésis. Une génésis est intimement liée avec Alpha. Donc, ça devrait comprendre aussi à Leibniz, c'est-à-dire un vécu, un corps vivant, muant. Justement, dans ce monde-ci, dans une omelette, dans un horizon, dans un passé démoli ou qui a plein de mérites et de louanges, la plupart du temps mensongères ou
pour ne pas dire enfin, imaginaire, mais plein d'hypocrisie, etc. Donc je pense plutôt un bildungsroman, une mémoire à la manière de mémoire d'Adrien, quelque chose comme ça, qui est un genre très noble pour faire des romans, à la manière de Abbé Prévost, qui a entamé une grande œuvre qui s'appelle Mémoire du nombre de qualités. Justement, l'une des catégories qualité, c'est approuver à partir de quoi? À partir de cette distinction de substrat et des attributs qu'on peut, avec lesquels on peut qualifier adéquatement ou pas, mais faire des variations. Justement, le concept préféré est juste de Husserl, faire des variations. Et ne pas être dispersé dans les appréhensions fragmentées et éparses, mais retenir dans une unité, et tout en sachant les varier, donc superposer, classé, si vous voulez, par la similitude ou analogie. Il n'aime pas justement le mot analogie, qui est trop large, et similitude, c'est plus conceptualisé dans la mathématique apparemment, qui pense, pourquoi pas Leibniz, qui est capable de faire tout un calcul infinitésimal, et moi, j'ajoute avec le livre récent que j'ai lu, La poésie de l'univers, là, grands mathématiciens comme Euler et plus tard Riemann sont comparés avec des grands musiciens comme Bach. Épocalement, effectivement, Euler et Bach contemporains à peu près, disons, et Riemann comparé avec Brahms dans ce livre-là. Ce qui est important, en fait, il y a une certaine liaison entre, non pas goût musical, mais avec une compréhension musicale et une compréhension mathématique qui est quantitative, une modélisation quantitative, mais qui apporte facilement, à partir de cette généralisation, de pouvoir de généralisation allgemein, avant qu'il s'universalise, mais cette capacité de généralisation des variations qui permet justement à des variations dans des séries fragmentées, et ça me rappelle tout de suite dans les lectures la musique de fugue, l'art de fugue de Bach au moins est calculé infinitésimal, et c'est une moyenne de, disons, figurer au sens de Darstellung, que Paul Ricoeur traduisait avec figuration, je crois, Darstellung. Voilà, c'est utile pour se représenter, pour figurer, c'est une modélisation, une comparaison avec les actes musicaux, disons musicaux. On se demandera à la fin à quel musicien peut être comparé à l'œuvre ou à style, à la méthodologie husserlienne, donc phénoménologie. Je ne suis pas capable de répondre, mais pour certains, on peut penser Ravel, qui est étudié par Lévi-Strauss dans son œuvre, surtout Boléro. Donc quand je dis variation eidétique, pourquoi pas avec toutes ces répétitions, les cercles,
pour ne pas dire herméneutique. Voilà. Dès qu'on parle d'antéprédicatif, on a le droit de penser justement la musique. Sur ce sujet, Lévi-Strauss a beaucoup travaillé quand même, en rapport de parole ou légende et la musique, les actes musicaux. Là, on peut revenir en ouvrant un grand chapitre sur ces considérations dans la mythologie peut-être de Lévi-Strauss. Alors on essaie de continuer à partir de ces variations eidétiques ou des généralités, justement pour ne pas tomber dans les concepts trop déterminants qui détermineraient un domaine d'objectivité dans la tradition, y compris Kant qui privilégie des jugements déterminants en les trouvant trop utiles ou fertiles, bien sûr dans l'application de la science. Pour Husserl, ce sont des constructions. Les sciences, ce sont des constructions de régions d'objectivité qu'il faut fonder. Et on ne peut pas fonder n'importe comment, bien sûr, il faut des je dirais moi, récurrences, exemples à vérifier, à regrouper. Donc ça me rappelle aussi des actes encore plus archaïques de taxinomie et mathesis universalis, qui est étudié sous cette forme par Michel Foucault dans les mots et les choses. Donc, chose était de la chose, toujours mise en parenthèse, et à travers cette analyse antéprédicative, on a des différentes couches plutôt d'objectivité. Voilà, le mot par rapport à Aristote, j'ai dit praxis, mais il faut dire plutôt de pragma. Et que cette fois-ci, je pense, notre Frédéric Nietzsche, qui disait que tout domaine d'objectivité, s'il était fondé, c'est pour répondre à des besoins pragmatiques de l'homme, et donc historiquement déterminés à son mode de vie. Nietzsche, avant Marx, effectivement, c'était matérialiste et pragmatiste qui nous invitait à penser justement derrière tous ces concepts à la fois épistémologiques, à la fois moraux, des rapports sociaux. C'est très intelligent et c'est pour ça que moi, en m'inspirant de Gilles Deleuze, j'essaie de faire géophilosophie en liaison avec l'histoire, etc., etc. Mais c'est très difficile de fonder une science régionale qui regroupera quand même d'une part biologie, d'autre part géologie, d'autre part astronomie, oui. Pour revoir cette fois-ci les idées, les antinomies kantiennes. Bon. Je veux juste dire que hier, je finissais mon discours d'une manière quand même bizarre, mais j'étais sincère, mais mal exprimé, mal explicite sûrement en ce qui concerne châtiment et récompense en ce qui concerne l'existence de ce monde. Et il manque de parler de l'enfer et du paradis. Non, pas du tout. Je n'ai aucune intention. Je trouve encore aujourd'hui ces notions sont mythologiques, allégoriques, qui n'est pas sérieux. Mais ce que je voulais dire, puisque je suis là et je peux encore répondre à ce que je voulais dire, j'en profite.
Effectivement, nous vivons dans un cosmos, dans le silence des cieux. euh, et nous sommes finalement très nombreux, nous sommes démographiquement, mais nous sommes des êtres tellement rares et chargés, vu de ce côté, chargés beaucoup de responsabilités. C'est presque impensable que nous soyons comme ça, jetés de manière irresponsable. C'est ça que je voulais dire. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé une formule pour expliquer le genre de jugement que je fais. Alors, c'est un peu un mélange de tout ça, méthodologie transcendantale de la phénoménologie et une certaine pataphysique qui est fondée, disons, par Alfred Jarry. Pataphysique, c'est-à-dire, selon la définition de Jarry, la science des solutions imaginaires. Voilà, j'avais noté, mais c'est pas à côté de moi. J'ai écrit un petit paragraphe pour définir le genre de jugement à partir duquel je peux proférer d'une manière valide ce genre de propos, c'est-à-dire propositions non prédicatives et non pas antéprédicatives. Parce qu'il s'agit d'une référence à une science qui s'occupera des solutions improbables, probables, enfin, pour parler comme Husserl, probable, mais qu'on ne peut pas prouver. On peut postuler comme possible, mais ce ne sera pas apodictique cette fois-ci, notre proposition. Ça va, je l'assume que ça ne sera pas apodictique, mais tout à l'heure je disais que c'est presque impensable de penser que nous sommes à part entière irresponsables après avoir vécu de tout dans cet univers. Si on ne reviendra pas selon nos théories d'éternel retour ou une certaine métempsychose ou selon les nouvelles hypothèses astrophysiques qui conçoivent l'univers, l'espace de l'univers comme à la fois fini et à la fois illimité. Donc plus selon la démarche, de prendre un trajet non défini. Alors, je cite presque ce livre aux Allemands, je crois, la poésie de l'univers. Alors, il ne s'agit pas d'un voyage organisé, il ne s'agit pas d'un voyage là qu'on peut calculer le point de départ et le point d'arrivée. Ça change, c'est relatif à chaque voyage. Donc c'est individuel singulier, un voyage singulier. Donc on parle d'une vie de l'homme alors. Mais le problème c'est que plus vous allez, plus les distances seront augmentées, mais à partir d'une limite, disons, si, entre guillemets, quand vous vous rapprochez aux limites externes de l'univers, alors vous seriez de nouveau dans votre point de départ. Voilà. C'était une citation, d'après ce que j'ai compris. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, ça sera une sorte d'ellipse irrégulière qui va nous faire revenir encore. Ça, c'est une pensée très bizarre.
qui me rappelle un peu Ethan Retour, mais enfin, pas peut-être la pensée de Nietzsche, mais de mythologie indienne qui imaginait des cycles de vie, des cycles courts ou cycles longs, chacun a sa vie. Voilà. Sous le titre de jugement pataphysique, comme une science régionale qui s'occupe des solutions improbables ou le plus que impossible, mais c'est un domaine de recherche respectable pour moi. Il y a une petite signe vers la fin de son livre de Husserl, donc Erfahrung und Urteil. Là, il parle d'inexistence, donc de l'objet des jugements. Et donc, il délimite encore un domaine. Et là, je devine qu'il s'agirait des idées théologiques. Cette fois-ci, là, vous pouvez, cette fois-ci, vous n'usez pas l'entendement, parce que c'était, je crois, deuxième section, l'entendement qui entre en processus avec toutes ces déductions de catégories. Cette fois-ci, nous sommes dans le domaine de raison, disons, selon la distinction kantienne. Husserl ne dit pas la raison, je crois, il utilise le mot idée. Alors, cette fois-ci, il parle de l'imagination et non pas de l'entendement. Il y a des jugements qu'on peut construire avec l'imagination et leur objet sera inexistant, ce que je comprends. Et ce sera un domaine très général de profération de paroles et de propositions en ce qui concerne Dieu et sur la fin de toutes choses, sur notre destination, c'est son finale, fin ultime. Là, ce sont des genres de questions que se posait et mettait en parenthèse Emmanuel Kant. Voilà les préoccupations, je crois, de Husserl. Essayer de non seulement faire une genèse de la logique et des catégories qui nous permet à connaître, distinguer le vrai et le faux, mais comme Kant, ce qu'on pourrait supposer avec la raison, par exemple un Dieu moral dont on ne parle pas de l'existence, un Dieu seulement moral, voilà, un objet inexistant dont on peut parfaitement parler. C'est dans ce cadre-là donc qu'il faut essayer de recevoir en nous mes propos d'hier concernant châtiment et récompense pour l'homme. Pour les animaux, ça n'existe pas une genre de question comme ça. Qu'est-ce qu'on peut ajouter encore? Qu'est-ce qu'on peut ajouter encore? Je trouve fantastique ce livre. Bien que ce ne soit pas écrit, mais c'est écrit à partir de... C'est pas écrit par Husserl lui-même, mais écrit à partir de ce manuscrit sténographié. Et on dit qu'il s'agit d'un ouvrage de coopération. C'est un peu joke de philosophique du début du XXe siècle, disons, qui nous permet à faire des ouvrages comme ça. Je n'exclus pas
Même je félicite qu'il y a des assistants qui pourraient aider à leurs professeurs jusqu'à ce degré-là, soit payant, soit non payant, soit par bénévole, soit par travail rémunéré. C'est fascinant et il faut féliciter. Même la fondation Rockefeller a eu des aides parce que c'était interdit qu'il écrit même une préface à cette œuvre qui sera publiée par exemple à Londres ou aux États-Unis. Parce que c'était déjà à Prague, c'était déjà édité, mais c'était comme il y a une Anschluss, l'œuvre était interdite tout de suite, donc distribution n'a pas eu possible. Donc c'est très très bon que certaines fondations et gens aura pu aider soit à le rétablissement du texte final, soit à sa destinée. C'est fantastique, très très tragique. La dette de Heidegger envers Husserl, effectivement, ça devrait être énorme. Dans le Sein und Zeit, justement, ce qu'il fait, c'est de jouer avec cette modification de certaines appréhensions spontanées qu'il appelle mode qualitien de Dasman, qui pourrait être modifié par de véritables actes disons ontologiquement moral entre guillemets, en ce qui concerne Sorge, sortir de ce divertissement insouciant et avoir une question existentielle. Il y a quelques réflexions de Husserl sur la question et réponse. Qu'est-ce qu'il disait? Comme Heidegger, il n'est pas trop long sur cela, mais il trouve, je crois, en fait, je risque quelques mots, mais c'est comme un exercice quand même. C'est pas quelque chose de très très fondamental pour lui, question. Mais il peut faire recherche, Untersuchungen, je crois, n'est-ce pas, de recherche logique, un projet en cours, et non pas de fausses questions. Ça aussi, il faut noter, parce que dès qu'on pose une question prédicative, voilà, on a le droit de faire des négations parce qu'on est dans le domaine de possible. Alors, on peut s'essayer on peut s'essayer de proposer, faire des présomptions, donc proposer des concepts comme dans le sublime, mais tout sera renvoyé à vous, donc rejeté par l'être du sublime ou nature déchaînée chez Kant, ce qui veut dire que vous seriez dans une négation et dans une perte de vos concepts et votre bagage conceptuel. Vous serez même vous-même nié dans votre existence charnelle, mais selon Kant, jamais dans vos capacités intellectuelles qui aura toujours cette possibilité de surpasser la nature, c'est-à-dire celle
telle qu'elle nous a pour vous de l'intelligence, nous sommes supérieurs de la nature. Ce qui veut dire, négation aussi, ce n'est pas un acte fondamental, mais c'est dans le possible. Vous pouvez nier, et vous-même, vous pouvez être nié, et c'est possible dans ce jeu de jugement ou taille. Mais rester sans jugement, bouche bée, c'est pas schématisé chez Husserl, mais il parle, je crois, à un moment donné, de cette explicitation et je crois, expliquant qui a besoin d'être expliqué. Expliquant c'est quoi? Ce sera une indicateur, Beschreibung, qui quand même, les concepts ne tombent pas du ciel, les données d'intuition ne se synthétisent pas. Il y a une synthèse passive dont on n'a pas parlé, mais toute sa spontanéité veut dire synthèse passive toute faite avant toute activité de question. Poser des questions. Poser des questions, c'est un acte actif. Donc, ça peut être fallacieux et représentatif, à mon avis. Comme converser, poser des questions. Alors que l'assistant de Husserl dit que, en fait, même si j'ai ajouté des choses, c'était avec la sous-parole vive de Husserl. Donc, je le demandais et je transcrivais ce qu'il m'avait dit. S'il n'était pas écrit, s'il n'existe pas dans les manuscrits, croyez-moi, un acte toxique, donc, demande de croyance, nous croyons, mais il y a des milliers de chercheurs qui vont aux archives de Husserl pour voir en l'état des choses, n'est-ce pas? Parce que nous n'avons plus de paroles vives de Husserl, alors que les assistants l'avaient. Voilà, c'est un résumé de cette lecture de grande œuvre du XXe siècle. Merci. Alors, puisqu'on parle entre nous, en fait, je vais me poser une question et peut-être demander une réponse de votre part. Alors, pourquoi je me suis fait envoyer à Erika Peu? Je ne connaissais même pas la localisation exacte d'Erika Peu. Je voulais descendre du bateau de plaisance à Ayvansaray. Parce que il y a 10 jours, j'avais essayé l'autre port. Et là, j'ai fait un film qui s'appelle La foi pragmatique. Alors, donc, il y a 2 jours, en descendant du bateau à Ayvansaray, je suis allé directement à l'église orthodoxe à Ayvansaray, et tout dans la proximité, il y avait des murailles, bien sûr, ça je savais au moins, et il y a sûrement des portes pour sortir des murailles. Et j'ai traversé la portique et j'ai vu que ça s'appelait. Son nom c'était Erika Peu. Eri veut dire courbure. Donc la porte de courbure. Alors je me demande si j'avais fait lecture le matin même de ce livre de la poésie de l'univers de Osman, je crois. Et là, j'ai bien étudié la surface de Riemann et vérifié chez Maurice Blanchot l'usage exact dans son écrit qui s'appelle L'interruption. Alors, à partir de ces données empirico-personnelles, concernant mon individu,
je vous demande quel genre d'indication j'ai reçu, au sens de Beziehung, non? Beziehung, disons, indication que même Hegel utilise très souvent dans la phénoménologie de l'esprit, et ça existe chez Husserl aussi, que Arion, quelqu'un, René Scherer avait traduit avec le mot indication, indicateur. Et ensuite, Jacques Derrida a écrit un grand livre, n'est-ce pas, sur la loi et phénomène, sur Husserl, justement, qui tourne autour de Bedeutung et Beziehung, indication. Alors, comment j'interprète? Je n'arrive pas à interpréter, en plus ça n'arrive pas pour la première fois, ce genre de choses. C'est pour ça que je fais extrêmement attention, dès lors, à tout cet, disons, frayage de l'horizon, que j'appelle très souvent un concours de circonstances. J'aime bien, au lieu de dire fortuna, fortune, touquet, touchia, ça j'utilise tous, parce que c'est une interrogation en cours. J'ai jugé que dans l'éthique Nicoma, comme partout chez Aristote, c'est exclu de l'interrogation philosophique, parce qu'il s'agit de don de Dieu ou don de la nature, fortuna. Une mauvaise traduction, mais très compréhensible dans la langue latine. C'est ça. Ma question est déjà posée. Voilà, je brouille un peu les esprits. Ça existe, je me promène dans une variation hypothétique et non pas dans une ville normale. Je crois que toute notre terre est trop chargée de ruines, ça nous dévie. Il y a des bifurcations, comme disait chemin bifurqué, et même plusieurs fois bifurqué, et tordu. Et notre surface, notre terre n'est pas smooth, c'est pas droite, et donc il y a plein de courbures, il y a des chemins, d'une part Borghese, d'autre part Italo Calvino, chemin bifurqué, qu'est-ce qu'il a? Il a Leibniz aussi, et je crois que Borghese il est très influencé de Leibniz, en inventant ces contes. Moi, ma vie n'est pas un conte, la vie n'est pas un songe. J'adore cette œuvre de Calderone. Même en Andalousie, j'ai trouvé un exemplaire en espagnol. Mais voilà, on peut en trouver partout. Cet conte arabe de Mille et une nuits. La vie est un songe, oui. Et en plus dans une caverne avec 7 dormants et plus un Qitmir, le nom de chien, c'est écrit en Coran. Voilà une quatrième entrée à Coran, à partir de caverne, non pas de Platon, mais une caverne. Voilà. Caverne platonicienne, c'est le nom générique, mais c'est une caverne qui dépassera tout Platon, très ancien. Métaphore. Caméra obscure. Alors, toute ma connaissance de la phénoménologie date de ces années-là, donc 1980, 1981 ou 82.
parce que je crois que troisième année, Naimi Uyghur, il a demandé sa retraite parce qu'il y a des conditions graves en Turquie à cause du coup d'État de 80. Donc, c'est un bonheur de voir de première main, à mon avis, parce qu'il a étudié dans les archives de Louvain, dans les archives de Husserl à Louvain, Naimi Uyghur pour écrire sa thèse de doctorat sur ce qui concerne le moi d'autrui dans la phénoménologie de Husserl. Donc, c'est très, très précoce comme travail et qui a donné la tonalité fondamentale à la philosophie du XXe siècle, surtout dans l'école française. Donc, c'est traduit en turc, cette thèse de doctorat est publiée et qu'on a eu l'occasion de lire. Mais sa présence dans le cours, effectivement, ce genre de flux de conscience phénoménologique qui coule devant vous, je parle d'un ami d'un certain âge quand même, qui a trop vécu, beaucoup d'expérience en philosophie, il a une facilité de, non pas rhétorique facile, mais de pédagogique, en ce qui concerne les choses les plus difficiles, c'est-à-dire l'essence même du phénomène et méthode phénoménologique, approche transcendantale et les différents genres d'époque et de réduction et avec le goût de, disons, Lucrèce, la vie, c'est-à-dire Gusto. Voilà, il avait une présence, il avait une, comment on dit, séduction, séducteur, en ce qui concerne à l'introduction de la philosophie. C'était pas des grands amphis, en plus il aurait pu avoir de grands amphis, mais on était entassés quand même de tout département. Voilà. Moi, j'étais étudiant anarchiste, donc dans la bibliothèque générale, je lisais plutôt que la philosophie, des choses, cahiers du cinéma, Pascal Bonitzer, Althusser, Lacan, pour m'amuser un peu de caractériologie, parce que j'étudiais la psychologie au départ et je changeais de discipline vers la philosophie. Donc des trucs de Kretschmer, des trucs quasiment racistes concernant soi-disant la science. J'ai vu quelle peut être la destinée d'une science régionale sous la plume, sous la puissance de certains irréfléchis, pour ne pas dire ouvertement racistes, biologistes, réductionnistes, etc., etc. Voilà, je m'amusais tout seul dans la bibliothèque pour m'informer, pour m'instruire. Le Gusto, c'était un Uyghur. Donc, phénoménologie, c'était une séduction dans sa personne. Eh bien, après des années, quand j'étais devenu étudiant, un doctorant de René Chever, qui avait traduit quand même avec Arion Kelkel la recherche logique de Husserl, mais René Chever avait pris l'âge et lui aussi il était devenu quelqu'un de taste, gusto, tact, d'une fou de Novalis, bon, des Fourier bien sûr, des anarchistes, des socialistes utopiques, mais on attendait toujours des coups graves, lourds, pesants, et ça n'arrivait jamais.
On a eu quand même quelques cours sur Husserl, mais c'était lourd. Cette fois-ci, on n'a pas trop bien compris. Et avec Guy Hockenheim, son disciple, co-enseignant, ils étaient les deux dans le pupitre convivial. Voilà. J'ai relaté donc à Scherer sur sa question et quel genre d'éducation que j'ai eu. Voilà, j'ai raconté un peu. Et mes profs de l'université d'Istanbul, ils étaient trop germanistes, donc les deux avec Naim Uygur, ensuite Önal Sözer, il avait travaillé personnellement dans les archives de Husserl à Louvain, donc Önal Sözer plutôt donnait des cours sur Hegel, toute l'histoire de la philosophie vue du point de vue de Hegel, donc l'histoire qui se comprend elle-même à travers ses hypostases chez les philosophes, etc. C'était grave, chargé, court, etc. J'ai raconté un peu cette ambiance de la philosophie occidentale qui s'imposait dans l'université d'Istanbul parce qu'ils croyaient que nous étudions là les philosophes arabes, islamiques, etc. Rien du tout. J'avais refusé à l'époque, malheureusement, pour la raison politique de m'enseigner d'Avincent, etc. Voilà, j'étais trop libéral, peu libertin, à la recherche de quelque chose, toujours en Untersuchungen. Voilà une autre aveu instructif. Medar Atıcı, qui était ma collègue, même pendant mon étude, quand j'étais étudiant, donc elle aussi, elle était étudiante, elle était devenue chouchou de Naim Uygur jusqu'à sa mort. Donc elle aura écrit un article sur la phénoménologie en Turquie. Voilà. Elle a un petit article très instructif sur l'histoire de la phénoménologie en Turquie. Donc, ces deux noms cités, Naim Uygur et Önal Sözer, bien sûr très importants, mais j'ai connu personnellement dans l'université d'Istanbul un certain jeune assistant qui est devenu prof, bien sûr. Son nom c'était et qu'il a même étudié Franz Brentano, les catégories chez Aristote. C'est fantastique comme grand espoir, qui était grand espoir, maintenant c'est quelqu'un finalement. Uğur, voilà, Uğur Kökten, je crois son nom. Uğur Kökten, oui. Donc il y a des nouvelles générations, bien sûr, dans les autres universités, et il y a des... Voilà, il y a Zeynep Direk, mais elle se passe un peu de tout, elle relate avec ses articles très très studieux, sans plus. Pas de lumière, pas d'éclat, sauf qu'elle est engagée dans une différence sexuelle dont elle fait l'histoire seulement. Elle a sûrement des engagements, mais je ne le suis pas. Elle est très connue, très populaire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des gens dans l'université de Uludağ, donc à Bursa, qui ont écrit des textes sur Husserl. Il y en a beaucoup maintenant. Mais une génie comme Naim Uygur, avec le goût de latin, Lucretius, non pas seulement Lucretius, Cicéron, enfin, de Hésiodos, tous passés,
quand il s'agit de gusto, c'est-à-dire un renouveau dans la philosophie, c'est un recommencement, une fraîcheur, pas du tout en passant par Descartes, mais en passant par des origines encore plus reculées. Voilà, bizarre. Très instructif comme Stimmung surtout. Alors, j'avais reçu une série de séminaires dans le Collège international de philosophie rue Descartes, Paris. Par une dame dont j'ai oublié le nom, mais elle nous distribuait des photocopies des extraits de Talmud historiques, c'est-à-dire surnotés dans les marges, interprétation des interprétations, etc. Donc j'ai connu, enfin, j'avais fait quelques recherches dans le domaine de l'ésotérisme islamique via... Bon, j'ai oublié le nom, mais en fait, ils sont très connus en France. Massillon, par exemple. Et l'autre, c'était qui voilà. Elie. En bref, Talmud m'intéressait et la tradition talmudique. Donc, il y a 2 ans seulement, à 2009, que j'ai fait des lectures. Un certain, si je me rappelle bien de son nom, Kent, qui avait écrit une histoire de Talmud, pas très ancienne, les années 20-30. Bon, mais cette dame m'a contribué beaucoup. Elle m'a donné, en tout cas, plus que de l'information, mais cette intuition ineffaçable, comme quoi, je ne sais pas si c'est elle qui est l'origine de cette référence. C'est le genre de prière. Le mot prière n'est pas très suffisant. Un rapport à Dieu, disons. Prière, c'est quelque chose au sens restreint. Quelques phrases, orations dont le nom de Dieu cité, ou un psaume cité, etc. C'est moins d'importance parce qu'il s'agit d'une certaine mémorisation d'un court texte qui vaut ce qu'il vaut, c'est-à-dire quelque chose de mécanique, même pas minimum technique la plupart du temps. Alors, rapport à Dieu, pas la lecture. 2, Torah, qui donnerait l'occasion de réfléchir, de vous faire réfléchir et, entre guillemets, le commentaire, en faire un commentaire. Si vous n'êtes pas docteur de loi juif, vous n'oserez pas, mais donc invariablement du statut d'initiation pour chaque, disons, juif appelé de Dieu. Donc c'est un devoir quotidien, journalier, ça peut être très court, hein. Chacun selon sa disponibilité. Donc, faire une petite lecture de Torah, de n'importe quel endroit, selon son itinéraire, et le commenter pour la journée. S'il n'a pas de temps, en fait, s'il n'a pas lettré, c'est-à-dire s'il n'a pas destiné
à cela, c'est tant mieux. Mais ce qui est important, c'est l'appel universel, entre guillemets, valable pour chaque juif, ce qui s'appelle appelé de ce Dieu-là et de ce texte, et de ces textes. Voilà. D'où l'origine de Talmud, finalement. Et bien sûr, ce sont des textes sélectifs des docteurs de loi connus, donc textes établis, non pas effacés, oui, peut-être effacés en sélection. Donc, c'est pas tout le monde, c'est pas le lieu le jour de jugement où toute subjectivité individuelle, selon ses commentaires, sera jugée ou pas. Où il y a une restitution des chaînes de commentaires que Rabbi ceci aura tenu responsable de Rabbi B de sa mauvaise commentaire qui a fait le lieu à son commentaire dont il n'est plus responsable. C'est moi qui ai ajouté cela. Donc, une chaîne extraordinaire de lecture, de texte, de relation de mes relations, relation de tes relations, un quiproquo, qui ne perdent pas quand même le fil de conduite, parce que les textes sont là, bien qu'ils sont eux-mêmes ruinés et rétablis. J'ai fait l'allusion à Talmud de Babil, Talmud de Jérusalem. Bon. Une histoire enrichissante, philologique, au sens séculaire du terme, c'est de la littérature, au sens plein du temps, du terme, et en plus une tradition ésotérique de Mishnah qui précédera toutes sortes de romans, contes, allégories. Mishnah veut dire, je n'ai pas le droit de définir, mais je peux faire des exemplifications. C'est une sorte de roman. Non pas Bildungsroman, un roman de ma vie. Je suis responsable de ce que je comprends. Voilà, on retourne mon âge lapnicien. Je ne vois clair que de ce côté-là. Je suis cordonnier, je suis tisserand, je suis actionnaire, même je peux être illettré, je peux être soumis à des commentaires pendant ma détention. Ah voilà, le mot rétention a quelque chose à voir avec détention. N'oublions pas cette ancienne histoire de Géol. Géol qui veut dire soma en grec et à la fin notre propre corps. Chanel qui sera notre tombeau. Bon, tout est expliqué de cette manière. Dans le mouvement d'idéalisation, non pas en vue d'avoir une compréhension entière du texte qui contient des contradictions au sens positif du terme, au sens d'établir les faits et la chronologie, etc. C'est problématique, donc il faut avoir du génie, non pas du christianisme, pour sortir du texte et se réfugier à Saint-Esprit, Geist, etc. Voilà. J'ai pris quand même une leçon de cette âme et j'ai bien élaboré selon mes fantaisies, si vous voulez, selon ma raison spéculative.
Donc l'essence de la prière quotidienne, culte, ne se réduit qu'à une lecture et, si c'est possible, à une réécriture. Donc au sens de Traumarbeitung de Freud, donc en vue de figurabilité, une réélaboration en vue de figurabilité, donc Darstellung. Voilà, en rapport avec notre cours d'aujourd'hui, que Husserl, Paul Ricoeur, quand même, il est aussi spécialiste de la psychanalyse, préférait traduire par figuration. Pourquoi pas figurabilité comme Jean-François Lyotard. Donc réélaboration secondaire, un travail secondaire en vue, c'est-à-dire zur, en allemand, nach, peut-être, zur, figurabilité, c'est-à-dire donner la matière à comprendre à l'imagination selon les limites de l'imagination, c'est-à-dire si c'est selon les topoi, selon tes métiers, selon ta clésis, selon ta classe dans la société, selon ton petite monade, ta petite monade, pauvre ou riche, damné ou intelligent, tolérant ou dogmatique, toxique ou ouvert, mind, open mind, je ne sais pas. Donc, ceci devient une subjectivité X, transcendantalement juif, qui dépasse toutes les époques et qui dépasse toutes les écoles, toutes les structures sociales, toutes les idéologies, toutes les prises de position, positionnement au sens de Stellung et pris par sa position, etc. Donc, sa fonction limitée à un processus d'interprétation envie de Dieu, envie de Dieu. Peut-être qu'il est seulement responsable de ses interprétations et non pas de ses actes. Les actes, ça peut arriver. Je peux, dans 5 minutes, je peux commettre un crime. Ça peut arriver. Et je serai repenti ou pas, et je veux contenir à mon cogito ou à mes interprétations. Si c'est possible, s'il est permis, j'écrirai de préfaces pour Husserl. C'est pour plaisanterie. J'écrirai des épitaphes à mes écrits qui surdéterminera le corpus entier de ce que j'ai écrit, ce que j'avais déjà écrit. Toujours déjà d'avance un écart impossible à remplir entre les autres commentaires possibles des autres et le mien qui imposerait ou qui serait une certaine alibi, une certaine énième, non pas hypocrisie, mais une énième déni. Voilà. Pourquoi pas? Tout est possible dans le monde des interprétations. Et tout ça, c'est pas une prière positive à Dieu, mais un rapport à Dieu. C'est-à-dire que Dieu supposé omnivoyant, omniscient, c'est sous l'égide duquel toutes ces opérations qui hyperboliquement nous envoie à Dieu, c'est-à-dire dans le rapport avec nous, c'est-à-dire dans le domaine d'intersubjectivité, c'est que
celui qui fait référence à Dieu, à son Dieu, à notre Dieu commun, supposé, concerne immédiatement Dieu, c'est-à-dire Dieu s'y mêle. S'y mêle, non pas que nous le mêlons à nos affaires, mais à l'instant même, il se mêle, parce qu'il est nommé. Parce qu'il est nommé, parce qu'il se réfère, parce qu'il est cité. C'est ma synthèse à la fois passif et actif d'aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'il est en travail, je ne suis pas juif, mais j'ai une intuition idéalisée, une vision idéalisée de judaïté qui n'existe sûrement pas sur cette terre actuellement, mais partiellement, historiquement, ça existait entre les doctes. C'est pour ça que j'interprète l'occupation professionnelle de Spinoza, Baruch Spinoza, qui n'a jamais enseigné philosophie, ni théologie, ni judaïté, ni Talmud. Ainsi, c'est-à-dire qu'il ne se mêle pas Dieu dans ses affaires, bien que dans sa philosophie Dieu est présent, mais d'une manière désintéressée au sens philosophique. Il utilise la philosophie d'une manière désintéressée, c'est-à-dire qu'il n'a jamais gagné un sou de la philosophie. Il n'a pas enseigné, veut dire, il n'a pas eu la philosophie comme travail rémunéré. Il a brillé les cristaux. Il est un opticien, comme une petite pharmacien, d'où vient d'ailleurs pharmacie de Platon, une grecque métèque qui tient une pharmacie un peu alchimique. Rien à voir avec la philosophie. Donc, philosophie, c'est une occupation désintéressée, non rémunérée, donc une activité libre au sens de vie théoretikos, qui est également chez Aristote une praxis nec plus ultra, un superlatif de la vie, singulier au sens radical du terme, donc sans similitude, bien qu'il y ait des orientations, trajets, initiations qu'on peut se prêter, et même sous l'égide d'un maître, pourquoi pas, mais ce qui ne change rien de sa singularité et de sa destinalité, au sens véritable de fortuna, non pas don de Dieu, mais ni don de la nature, mais le choix au sens sartrien du terme, un engagement indétournable, irréversible, qui fait de la vie et la mort ensuite.